Cette fois-ci, premier atelier thématique sur les besoins de la population étudiante. Et comme la dernière fois, l'atelier sera divisé en 4 blocs. On aura un mot de bienvenue de la part d'Alain Dupuis et de Lynn Brouillette que je vous présenterai dans un instant. On aura ensuite la table ronde sur les besoins de la population étudiante. Donc, on a 6 intervenants qui se joignent à nous pour avoir une première discussion d'environ 45 minutes autour de la thématique de cette semaine. Ensuite, vous serez répartis en sous-groupes pour des discussions en plus petits groupes pour un autre 45 minutes. On vous expliquera le déroulement de cette partie de l'activité quand on y sera rendu et on terminera avec une plénière où tous ceux qui auront participé au sous-groupe pourront se rassembler pour un dernier tour de table. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais donner la parole à Lynn Brouillette, présidente directrice générale de la CUFC, pour un mot de bienvenue. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et merci beaucoup pour votre participation en grand nombre encore cette fois-ci. Donc, je rappelle que les États généraux sont une démarche de consultation pan-canadienne que l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, la CUFC, organise avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA. Et les objectifs des États-Unis sont de faire un état des lieux du postsecondaire en contexte francophone minoritaire et d'imaginer, de concevoir des solutions durables, cohérentes et systémiques pour assurer la pérennité de ce secteur dans le futur. Donc, dans ce contexte, il était tout à fait naturel de consacrer un atelier aux besoins de la population étudiante qui est au cœur de l'action des établissements. Donc, il faut comprendre les défis que la population étudiante rencontre pour poursuivre ses études postsecondaires et s'assurer que les établissements demeurent attrayants et accueillants. Donc, merci aux étudiants qui ont accepté de témoigner pendant la table ronde aujourd'hui et à tous ceux et celles qui participeront ensuite aux discussions en sous-groupe. Merci et bonne séance. Merci beaucoup, Lynn. Et je cède maintenant la parole à Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonjour tout le monde, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Martin et Lynn. Je veux reconnaître que je prends la parole à partir d'Ottawa sur les terres non cédées du peuple Anishinabek-Algonquin. Et donc aujourd'hui, c'est une discussion, je pense, très intéressante et très importante pour nous. On le sait, les jeunes sont au cœur de nos communautés. Ce ne sont pas juste les leaders de demain, mais bel et bien les leaders d'aujourd'hui. Et c'est important pour nous qu'on réfléchisse à l'avenir de nos établissements postsecondaires dans cette perspective du par et pour et que nos établissements pensent un accès bonifié et pensent leur avenir en fonction aussi des besoins des étudiants, des besoins changeants. On sait qu'on a différentes populations étudiantes qui ont des besoins très particuliers. Alors, j'espère qu'on pourra en parler pour s'assurer que nos campus demeurent et demeurent des milieux de vie en français pour nos étudiants francophones. Et donc, je suis très intéressé de vous entendre. La pérennité de nos établissements passe aussi par une évolution de la façon dont on peut offrir nos programmes pour s'adapter aux besoins de nos différentes clientèles. Alors, on est à votre écoute. Merci encore aux panélistes qui vont prendre la parole et j'espère aussi dans les sous-groupes, n'ayez pas peur, dites-nous ce que vous souhaitez, quelles sont vos attentes et vos besoins pour l'avenir de nos établissements. Alors, bonne discussion aujourd'hui et j'ai hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Alain. D'autres remerciements aussi avant de commencer. Je voudrais d'abord remercier les 4 rapporteurs spéciaux qui sont avec nous encore cette fois-ci. Je vous rappelle le rôle des rapporteurs. En fait, c'est des gens qui seront avec nous tout au long de la démarche et qui pourront faire une somme de ce qu'ils ont retenu à partir de leur perspective particulière dans le cadre du sommet qui aura lieu en mars 2022. Donc, je veux remercier Mélanie Kouikla, qui est membre du CA du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, Serge Quinté de la FCFA, Marguerite Tolgési de la FJCF, de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, et Laura Pelletier de la CFAS. Merci beaucoup pour votre appui
dans cette démarche. Je voudrais aussi en profiter pour remercier nos partenaires de diffusion et ceux qui nous ont aidés dans le recrutement des participants pour la table ronde d'aujourd'hui, principalement la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et le regroupement étudiant franco-ontarien. Donc, merci à vous tous d'être ici et à tous nos partenaires qui rendent cette démarche possible. Passons maintenant au deuxième bloc, celui de la table ronde sur les besoins de la population étudiante. Donc, les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire recrutent dans divers bassins d'étudiants, mais ils rencontrent plusieurs défis pour y arriver, pour rejoindre les élèves dans les écoles secondaires francophones et d'immersion notamment, ou pour rejoindre la clientèle internationale ou encore celles et ceux qui veulent poursuivre des études supérieures. Malgré leurs efforts, plusieurs autres facteurs influencent le choix de fréquenter un établissement postsecondaire, comme la proximité du domicile, la disponibilité des programmes et des services, la sécurité linguistique, le sentiment d'appartenance à la communauté, le coût de la vie et des études et bien évidemment les possibilités sur le marché du travail. Pour agir sur tous ces facteurs, les établissements doivent être à l'écoute des besoins de la population étudiante et développer une offre de programmes et de services qui correspond aux aspirations de cette population, mais aussi des services qui répondront à des besoins plus nichés, comme par exemple ceux de la clientèle internationale qui souhaite faire la transition vers la résidence permanente, ou encore ceux de la clientèle adulte qui sont à la recherche d'occasions de requalification. Et donc, pour réfléchir à comment veiller à ce que les établissements postsecondaires en contexte francophone demeurent pertinents, attrayants, accueillants, on a rassemblé des personnes d'horizons divers. Je vous les présente tout de suite. On a avec nous Zachary Collins, qui est étudiant aux études supérieures à l'Université de Moncton, Chiara Concini, qui est étudiante au premier cycle au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et qui a étudié au secondaire dans un programme d'immersion. On a avec nous Marie-Pierre Héroux, étudiante de premier cycle, maintenant à l'Université d'Ottawa, mais qui était auparavant à l'Université Laurentienne. Rim Koja, étudiante internationale aux études supérieures à la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina. On a Nina Dombe, étudiante au Collège La Cité. Et on a Marianne Turmel, élève conseillère au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Donc, je vous remercie tous les 6 très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour cette discussion. Et donc, à tour de rôle, chacun répondra à quelques questions que j'ai déjà partagées avec eux. Et à la fin de la table ronde, si le temps le permet, je relayerai 1 ou 2 questions qui auront été posées dans la boîte de clavardage. Donc, n'hésitez pas à interagir dans cette boîte-là. Les participants sont déjà conscients du temps qui leur a été imparti, mais s'ils se font un peu long, je me permettrai de les avertir, de vous faire un petit signe pour qu'on puisse passer aux prochaines interventions. Donc, sur ce, on va commencer avec la première question, une question un peu plus générale pour ouvrir cette discussion-là, sur les motivations des étudiants. Donc, qu'est-ce qui motive les étudiants à choisir d'étudier en français ou en anglais aux études postsecondaires? Et je donnerai tout d'abord la parole à Zachary. Mais c'est une grande question et une qui mérite d'être étudiée à fond, mais je peux vous donner mes impressions. Je pense que plusieurs facteurs peuvent contribuer, dont la langue maternelle de l'individu. Les francophones et les anglophones auront des différentes motivations pour étudier en français ou en anglais. De plus, la proximité à une institution postsecondaire, la disponibilité du programme ou des cours choisis dans sa langue maternelle, l'insécurité linguistique, etc., sont également des facteurs qui pourraient contribuer. Par la 2e année, les élèves ont déjà établi un certain rapport à la francophonie et je pense qu'ils s'imaginent un futur en français ou en anglais. Certains ne verront pas l'utilité de gagner davantage de compétences en français, tandis que ce sera important pour d'autres. Je suppose que si ça revient à leur bagage familial, leur domaine d'études, etc. C'est une question qui serait d'ailleurs intéressante à poser aux francophones qui choisissent des établissements postsecondaires anglophones. Mais je pense que plusieurs voudront gagner des compétences en anglais, étant donné que c'est la langue la plus valorisée sur le marché du travail canadien. Étant donné la taille des établissements anglophones, ils ont aussi tendance à avoir un plus grand choix de cours. Donc, je pense que c'est un des facteurs importants à considérer. Merci beaucoup, Zachary. Chiara,
vous êtes dans un milieu où la disponibilité des programmes est peut-être moindre dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qui peut influencer le choix d'un étudiant de poursuivre en français ou pas aux études supérieures? Donc, en tant qu'étudiante qui est venue d'un programme d'immersion, il y a, je dirais, deux choses pour moi qui sont vraiment importantes dans le choix d'aller étudier en français, surtout dans un milieu minoritaire, parce que, comme vous avez dit, le campus Saint-Jean fait face à ce problème, mais il y a aussi des autres campus où le choix la disponibilité des cours en français est plus limitée. Donc, si votre programme ou un programme dans lequel vous êtes intéressé n'est pas disponible, ça va certainement affecter votre choix d'étudier en français. Mais quelque chose qui est plus grand, surtout pour les étudiants en immersion, c'est les insécurités linguistiques qui étaient mentionnées par Zachary, mais c'était un grand facteur pour moi en choisissant d'étudier en français parce qu'il y a une peur de ne pas être accepté ou de ne pas être compris ou même de ne pas comprendre les autres. Donc, il faut tenir compte de cela et pour moi, je crois que c'est un facteur le plus important, surtout pour les étudiants venant de l'immersion, en choisissant d'étudier en français, surtout dans un contexte de francophones minoritaires. Merci beaucoup, Chiara. Marie-Pierre, qu'est-ce qui vous a, ou qu'est-ce qui, de façon plus globale, influence les étudiants à faire le choix d'étudier en français ou en anglais? Pour moi, je pense que ça a été vraiment le point numéro un, c'est le fait que j'ai fait toute ma scolarité en français. Donc, pourquoi est-ce qu'au moment du postsecondaire, pourquoi est-ce que j'irais étudier en anglais? Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là de faire toute sa scolarité en français. Donc, on veut évidemment la continuer au niveau postsecondaire. Un autre, puis je ne vais pas nécessairement répéter ce que Zachary a déjà dit, mais un autre qui m'a influencé beaucoup, c'est la distance. Donc, en fait, moi, en 12e année, j'hésitais entre l'Université Laurentienne à Sudbury puis l'Université de Moncton. Évidemment, l'Université de Moncton, c'était beaucoup plus loin, puis mes parents ont été très contents que j'avais choisi Sudbury, fait que c'est juste 6 heures de route au lieu de, je ne sais pas, 2 jours de voiture, peu importe. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Puis, j'en ajouterais peut-être un autre qui n'a pas été nécessairement mentionné, c'est la réputation de l'institution. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai changé. C'est pas la raison, mais une des raisons pourquoi j'ai changé d'université cette année, c'est évidemment la réputation de l'institution puis la valeur du diplôme. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vient jouer là-dedans. Puis finalement, je pense que j'ajouterais un peu ce que je qualifie comme de l'aspect social. Donc, les études postsecondaires, c'est plus que juste les cours. Il y a aussi toute la vie. Mais moi, je vais à l'université, donc toute la vie universitaire, la vie sociale. Je pense que ça joue aussi dans la décision d'aller étudier en anglais ou en français parce que en tant que francophone, mais on veut quand même avoir cette expérience étudiante-là. Puis, donc, c'est ça. Fait que ça joue dans le choix aussi un peu, je dirais. Merci, Marie-Pierre. Rim, la question est peut-être un peu différente pour vous. Qu'est-ce qui vous a encouragé à venir étudier en français au Canada? Franchement, au début, je suis francophone. Et j'ai choisi de venir étudier au Canada en français, vu d'abord l'ambiance multiculturaliste du Canada qui accepte beaucoup plus les étrangers que, par exemple, si on va étudier en France ou dans un autre pays francophone. Mon choix d'étudier dans une université de minorité francophone de l'Ouest Canada se base sur deux raisons. La première, franchement, c'est que je n'avais aucune idée de la présence des minorités francophones à l'extérieur du Québec, ce que je crois la plupart des étudiants internationaux ou même des populations internationales ont cette idée. On a une idée très pauvre de la présence française hors Québec. La deuxième raison, c'est la distinction, parce que je crois que dans un contexte minoritaire francophone, je pourrais me distinguer d'une manière beaucoup plus visible. Je pourrais avoir vraiment un parcours compétitif, beaucoup plus qu'au Québec, où les opportunités sont moins fréquentes vu la grande population francophone qui se trouve au Québec. La troisième raison, tout simplement, ça a relation vraiment avec les démarches administratives, parce que si je voulais étudier dans des universités anglophones, ce que bien sûr je ne voulais pas, je dois faire un transfert linguistique, je dois recommencer mes études, je dois vraiment
reprendre des années universitaires, ce qui va coûter bien sûr beaucoup plus cher et beaucoup plus d'années d'études. Merci beaucoup, Rim. Nina, à votre tour, qu'est-ce qui vous influence ou qu'est-ce qui influence ceux qui vous entourent à poursuivre à étudier en français ou à passer à l'anglais? Okay. Bonjour à tous. Merci de m'avoir ici. Pour ma part, à moi, en fait, je suis à la base francophone. Je viens d'un pays, je viens du Congo. Nous parlons le français là-bas. Moi, pour moi, personnellement, c'était un choix que j'ai dû prendre parce que j'ai réalisé, en fait, que je perdais mon français. Arrivée ici au Canada, ma mère m'a totalement mis dans une école anglophone, à l'école élémentaire. Puis déjà rapidement, c'était à Ottawa, mais déjà rapidement, je perdais mon français, ce qui faisait que je ne pouvais pas communiquer avec ma mère dans notre langue maternelle parce que je communiquais plus en anglais. Puis par la suite, tu sais, à l'école secondaire aussi, j'ai passé quand même eu des années en français, puis après, j'ai encore été switchée en anglais. Puis ça fait que je voyais vraiment que j'avais vraiment un gros problème linguistique en français. Donc, je ne me sentais plus vraiment ma place, en fait. Et puis pour moi, étudier dans une école, dans un collège francophone, ça me donne le sentiment d'appartenance. Non seulement être capable de pouvoir communiquer avec, les membres de la communauté de la francophonie, mais c'est aussi une fierté pour moi. C'est une fierté parce qu'on est à Ottawa. Ben moi, je suis située à Ottawa, puis on s'entend bien que Ottawa, c'est bilingue. Cependant, on voit même lorsqu'on va faire des épiceries, quoi que ce soit, tout est en anglais. Alors, pour moi, c'est une fierté d'étudier en français. Pourquoi? Parce que non seulement que j'ai le sentiment d'appartenance, mais en plus, ça enrichit ma grammaire, ça enrichit ma grammaire, que ça soit écrite, que ça soit le parler. Et puis, lorsque j'envisage mon futur dans le marché du travail, j'aimerais bien l'utiliser. On s'entend bien que lorsque tu es bilingue en Ontario, surtout à Ottawa, tu as des grosses portes ouvertes pour toi. Puis, la raison pourquoi j'ai choisi la Cité, ben, je pouvais aller à l'Université d'Ottawa, mais j'ai vraiment choisi le Collège de la Cité parce que déjà dans ma famille, j'avais des membres qui partaient à la Cité, mais aussi parce que le collège est un collège très réputé en Ontario, mais même côté Québec, Gatineau, ils sont très réputés. Puis les enseignants, en fait, que nous avons, sont des enseignants qui représentent bien la francophonie dans leur milieu d'emploi, dans leur carrière et aussi dans l'établissement collégial aussi. Et puis, ce sont des enseignants, je m'excuse, qui travaillent déjà dans leur domaine. Donc, ce que nous recevons en salle de classe, c'est non seulement le théorique, mais c'est aussi l'actualité de ce qui se passe autour de nous. Alors, on a vraiment une très bonne formation au Collège de la Cité. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je partais à Sheridan College à Toronto. Et puis, j'ai un fils aussi, je suis mère monoparentale. Alors, ça fait que quand je me suis vue, en fait, dans les yeux de ma mère, lorsque mon fils, entreprenait l'anglais plus que le français. Et je me suis dit, non, ça, c'est une bêtise que je ne peux pas faire. Je n'ai pas de problème qu'il parle anglais, mais il doit garder sa langue maternelle. Alors, j'ai fait le switch de Toronto à Ottawa pour non seulement enrichir mon français à moi, mais donner cette belle langue à mon fils aussi. Alors, c'est ça. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle, en général, les étudiants choisissent de partir dans les écoles collégiales francophones. C'est en fait pour conserver leur français, pour l'enrichir, pour avoir le sentiment d'appartenance, mais aussi, c'est aussi une bonne manière de planifier aussi pour le futur. C'est toujours bien d'avoir deux langues. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Nina, pour ce témoignage. Évidemment, quand on est parent aussi, il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte dans le choix des établissements. Merci pour ce morceau. Marianne, à vous maintenant, vous êtes en train de faire vos choix probablement. Vous avez peut-être déjà arrêté ces choix-là. Donc, qu'est-ce qui a influencé les choix que vous êtes en train de faire? Bonjour. Donc, je voulais juste dire que je suis très contente d'être ici. Puis, ouais, c'est ça. On est content de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas juste seulement tiré mes propres conclusions, mais aussi par rapport à mes pairs et par d'autres élèves qui souhaitent suivre un parcours.
Donc, afin de faire un choix par rapport à nos études futures, il y en a beaucoup des élèves qui doivent prendre leurs expériences passées pour pouvoir faire une décision. Donc, ça peut aussi arriver avec, comme quelqu'un a mentionné déjà, la fierté ou le sens d'appartenance qu'ils ont à la langue. Donc, c'est sûr que dans les écoles francophones, j'en ai vu beaucoup qui ont peut-être des familles qui parlent juste en anglais. Ou, moi, j'ai grandi dans une famille francophone, donc je ne peux pas exactement savoir, mais pour eux autres, ça se peut que ça ait un impact aussi sur leur décision de progresser en français ou en anglais. Aussi, leur niveau de confort par rapport à la langue, puis aussi la facilité avec le vocabulaire. Donc, ce serait, si on a déjà grandi dans une école francophone, on est familier avec le vocabulaire, on sait comment le parler aussi, et aussi les termes. Ça dépend aussi de quoi vous voulez étudier, par exemple. Si moi, je souhaite étudier en film, donc vu que j'ai déjà eu des programmes francophones en film, je vais probablement aller à l'université ou un collège francophone parce que je sais déjà le vocabulaire, je n'ai pas besoin de reprendre des cours ou me réhabituer à quelque chose d'autre où je suis déjà ajustée. Il y a aussi la disponibilité d'emploi en français par rapport à ceux en anglais dans notre communauté. Il y a aussi le parcours à l'école secondaire, comme si c'était positif ou négatif. Donc, il y a beaucoup des élèves que c'était plus ou moins négatif en termes de leur expérience scolaire, pas juste leurs notes aussi, mais aussi discussion avec les élèves, puis tout ça, parce que j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de gens qui entreprennent des conversations en anglais à l'école. Donc, si ce n'est pas quelque chose que se sont confortables avec ou qui n'ont pas eu une bonne expérience, c'est sûr que ça va impacter leur décision post-secondaire. Faut aussi penser au plan futur ou ce qu'ils désirent faire plus tard, comme quelqu'un a déjà dit aussi la proximité. Donc, s'il y a des universités qui sont plus proches ou s'il y a des collèges qui sont plus proches. Aussi, les bourses d'études qui sont reliées à la langue d'apprentissage. Ça, je trouve ça assez important parce que il nous rappelle beaucoup de les bourses puis ce qu'on pourrait avoir comme si on décide d'aller ou de faire un parcours en université francophone ou en collège francophone. Donc, ça impacte beaucoup la décision des gens de mon âge. Et finalement, le domaine d'études, puis la langue principale de son milieu, donc de l'emploi futur. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Marianne, pour ces réponses. Au-delà de ce qui motive les étudiants à s'inscrire dans les institutions postsecondaires en contexte francophone minoritaire, il y a aussi, est-ce que les institutions sont en mesure de combler les besoins que j'ai comme étudiant? Ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte. On l'a déjà un peu effleuré dans les facteurs que vous avez soulevés. Donc, quels sont ces besoins particuliers-là de la clientèle étudiante, de la population étudiante? Et en ce moment, est-ce que les institutions arrivent à en combler certains? Je vais commencer avec Chiara. Merci. Donc, encore, je peux parler en tant qu'étudiante de l'immersion qui étudie maintenant au Campus Saint-Jean. Et une des choses qui est pour moi vraiment important, c'est vraiment un sentiment d'appartenance à la communauté. Donc, la francophonie au Canada, même en Alberta, où je me trouve ici aujourd'hui, mais même en Alberta, la francophonie, c'est très divers. Ce n'est pas que les francophones de souche, mais aussi des personnes qui veulent vivre et étudier en français, des immigrants, des étudiants internationaux avec le français comme langue d'études et langue de vivre. Donc, il faut reconnaître cela et je crois que c'est quelque chose qui, au Campus Saint-Jean, c'est assez bien fait. Maintenant, je me souviens d'une de mes premières journées en université et le doyen du campus a partagé avec nous. Il a dit quelque chose, c'était peu importe votre accent, vous parlez le français et ça, c'est ce qui est important. Donc, c'est vraiment cette reconnaissance de dire que peu importe votre parcours avec le français, votre accent, la façon dont vous avez appris la langue, donc vous parlez le français, vous voulez étudier en français et ça, c'est ce qui est important. Donc, il faut avoir cette reconnaissance non seulement au sein de l'établissement postsecondaire, mais même au sein d'une communauté plus grande de la francophonie canadienne, la francophonie, pour moi, la francophonie albertaine.
Donc, c'est vraiment la reconnaissance et le fait d'accueillir les étudiants ayant des différents parcours en français dans la communauté. Et ça, c'est un des besoins les plus grands pour moi en choisissant une institution, en restant dans l'institution que j'ai choisie. Donc, ça impacte, je dirais, chaque étudiant en immersion. Et c'est vraiment le sentiment d'appartenance et de vouloir appartenir à la communauté dans laquelle on étudie. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la plus grande chose. Et encore, comme j'ai dit, je crois que le campus Saint-Jean, pour moi, je crois que le campus fait déjà un bon travail dans ce domaine, mais c'est toujours important de le continuer et de dire comme à haute voix que vous êtes un étudiant en immersion, un étudiant international, vous êtes bienvenu ici. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, le besoin, le fait qu'il est assez comblé dans ma communauté. En fait, c'est le besoin de créer un milieu accueillant pour toute cette diversité qui se manifeste dans la francophonie canadienne. Marie-Pierre, pour vous, quels sont ces besoins-là qui se manifestent? Oui, ben, je pense que le premier besoin, c'est d'être capable d'étudier dans le programme qu'on veut. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, en français, il y a plusieurs programmes, surtout, je pense, à des programmes en sciences, en génie, en technologie. Il y a beaucoup de programmes qui n'existent pas en français. Fait qu'on perd beaucoup d'étudiants de cette façon-là parce que les programmes ne sont pas faits en français, fait qu'ils vont aller du mieux en anglais. Il y a un autre besoin, c'est l'aspect économique, évidemment. Je pense qu'on le sait tous qu'étudier au collège ou à l'université, c'est cher. C'est pas tout le monde qui peut se l'offrir, surtout du côté des francophones. On doit souvent se déplacer sur de longues distances. On ne peut pas habiter à la maison pour étudier, donc c'est des coûts supplémentaires. Est-ce que les institutions répondent à ce besoin-là? Plus ou moins, je dirais. Moi, de mon côté, j'ai toujours reçu des bourses pour étudier en français. Ça l'aide un peu, mais ça couvre évidemment pas, là, ça couvre seulement une petite partie des frais que ça coûte déménager, étudier en français. Puis un autre besoin qui est pas, en tout cas moi, j'ai jamais vu jusqu'à date là, dans mon parcours universitaire, puis j'ai quand même fait 2 universités, mais c'est le besoin d'espaces désignés. Donc, je pense que surtout si on parle de campus bilingue, le besoin d'avoir des espaces désignés francophones où tout se passe en français, où les étudiants francophones peuvent se rejoindre, puis c'est ça, discuter, faire des devoirs, je ne sais pas, n'importe quoi, avoir des activités, mais je pense qu'il y a ce besoin d'avoir des espaces désignés, au moins là, sur les campus bilingues. Et Marie-Pierre, ça fait écho à ce que vous disiez tantôt, vous êtes à la recherche de milieux de vie aussi et que ça peut influencer le choix qu'on fait d'une institution ou d'une autre. Donc, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez tantôt. Rim, sans vous faire la porte-parole des étudiants internationaux, mais il y a aussi des besoins différents qui se manifestent chez les étudiants qui arrivent de l'étranger et qui s'installent au Canada. Franchement, pendant les cours de maîtrise que j'ai suivis à l'université, j'avais fait une recherche sur les services d'accueil francophones au sein des établissements français qui offrent des études en français pour les étudiants internationaux. Parce que bien que ce soit la Cité ou le BAC, ou plutôt la section francophone à l'Université de Regina, offre beaucoup de services d'acculturation pour les étudiants internationaux, aussi de vie sociale. On a les rencontres de 5 à 7 qui réunissent les étudiants, qui créent des relations sociales, communautaires, qui fait vraiment des éclairages sur la vie communautaire francophone, française ici à Regina. Il y a un côté qui manque toujours et qui ne relève pas de la Cité, qui relève de l'Université de Regina elle-même. Ce sont les services d'accueil et les services administratifs. Parce qu'en arrivant ici, moi je suis bilingue, j'ai pu m'adapter parce que je parle anglais comme je parle français, c'est bon. Mais normalement, les services d'accueil pour les étudiants internationaux en français n'y existent pas. L'étudiant doit avoir recours à l'anglais en vraiment communiquant avec le bureau des étudiants internationaux à l'université. Pour les inscriptions faites, pour tout ce qui est service administratif,
tout se fait en anglais. Et même au début de l'année, quand il y a les rencontres d'accueil ou les rencontres d'orientation des nouveaux étudiants internationaux, les services francophones n'y existent pas. Alors, les nouveaux étudiants internationaux ont recours normalement à leurs copains qui sont déjà là, installés l'année d'avant ou quelques années d'avant, ou bien aux anciens étudiants internationaux qui ont déjà passé cette expérience. Alors, ils peuvent vraiment les orienter dans leur dans leur parcours. Aussi, autre chose, là, par exemple, dans ma thèse, je fais des interviews, je fais des rencontres avec des participants. Tous les formulaires d'éthique, les formulaires de consentement, les formulaires administratifs que je dois remettre à l'université doivent être en anglais, bien que ma recherche et ma thèse est effectuée en français. Alors, ce décalage entre nos études et tout ce qui est service administratif est vraiment flagrant parce qu'il y a un grand fossé. L'étudiant bilingue peut vraiment s'adapter, mais l'étudiant complètement francophone, il a beaucoup de mal à s'intégrer plutôt dans la communauté parce qu'il se trouve déchiré. Quant au sein de la section francophone, on est vraiment très à l'aise. Il y a des opportunités de travail qui nous ont déjà offert dès notre arrivée, que ce soit à la Cité. Seulement, encore une fois, seulement à la Cité parce que à l'extérieur de la Cité, dans l'université de Regina, il n'y a pas d'opportunité de travail pour les étudiants francophones. Alors, c'est comme si soit la Cité est comme une section vraiment détachée de l'université. Merci. Nina, l'expérience sur les campus collégiaux est un peu différente aussi. Est-ce que vous êtes capable de nous parler des besoins sur les campus collégiaux? Oui, définitivement. Moi, je m'excuse pour votre expérience en passant, Madame Rim. Moi, je suis quand même assez chanceux que je vais dans un collège on a la fierté de dire que c'est 100% francophone. Et puis, c'est vrai, c'est 100% francophone. Puis, les besoins que les étudiants ont, je pense qu'on l'a déjà mentionné, le besoin d'être éduqués premièrement. Juste pour rappeler que l'éducation fait partie de la Charte des droits universels, que ce soit à l'ONU. Et puis, c'est aussi, l'éducation fait partie de la Charte des droits au Canada. Donc, déjà, le simple fait qu'on donne l'accès à l'éducation aux étudiants, déjà, c'est un besoin qui est très bien comblé, puis un besoin très immense. Lorsqu'on parle d'étudiants internationaux, par exemple, il y a beaucoup de pays, moi, entre autres dans mon pays, que des fois, l'accès à l'éducation n'est pas aussi facile. Donc, on est quand même assez chanceux qu'ici, à la Cité, on accueille beaucoup d'étudiants internationaux et puis ils peuvent avoir des services qui sont quand même en français. La plupart des étudiants que nous recevons de l'international sont des étudiants qui proviennent des collèges, des pays francophones à la base. Alors, on a aussi un secteur international qui, en fait, aide les étudiants à s'accommoder lorsqu'ils arrivent et même avant leur arrivée, s'ils ont des documents qui manquent, quoi que ce soit, le secteur international est toujours là pour les accommodements. Tu sais, il y a toujours de l'anxiété quand tu arrives dans un autre pays, mais pas seulement ça, il y a aussi de l'anxiété quand tu arrives dans une autre ville. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que les étudiants sont quand même assez bien accompagnés. Nous autres, on a aussi des agents de liaison au recrutement et marketing pour les étudiants aussi qui sont nationaux. On reçoit beaucoup d'étudiants qui viennent de Montréal, Gatineau, certains qui viennent un peu plus loin de la Gaspésie ou quoi que ce soit, qui viennent aussi étudier au collège. Et pourquoi? Parce que, en fait, le système ontarien puis le système du Québec est un peu différent dans le sens que beaucoup de nos programmes à nous sont offerts et reconnus au Canada, y compris au Québec, pendant qu'il y a certains programmes, malheureusement, du Québec, des fois, qui ne sont pas reconnus dans tout l'Ontario ou tout le Canada. Alors, il y a beaucoup d'étudiants quand même du Québec qui viennent étudier à la Cité. Puis, il y a des programmes comme on parlait, il y a certains qui parlaient des programmes, par exemple, en électronique, en construction, qui malheureusement ne sont pas offerts dans certains collèges ou universités francophones. Donc, nous autres, on a quand même la chance, ici à Ottawa, on a 2 collèges seulement. Algonquin College, qui est en anglais, puis
le Collège de la Cité qui est en français. Puis, je suis quand même assez fière que le collège fait l'effort de pouvoir jumeler les mêmes programmes que nous avons à Algonquin College et qu'on puisse donner cette même opportunité aux étudiants qui veulent parler le français, conserver le français ou même apprendre le français. Nous avons aussi une clientèle adulte, des fois une clientèle qui veulent apprendre le français, mais malheureusement qui ne comprennent pas. Puis, on a des cours de français de base, de vraiment niveau base, de base là, afin qu'ils puissent apprendre le français. À part le fait d'avoir un sentiment d'appartenance et tout, nos étudiants, c'est sûr que dans toutes les institutions, ont besoin, surtout au temps de la pandémie, on a tous eu besoin de pouvoir se connecter encore plus au monde virtuel. Puis juste le simple fait que nous avons de la clientèle un peu tout partout de l'international et puis aussi de la clientèle adulte aussi, et de la clientèle aussi réfugiée, et puis la clientèle qui vient de sortir du secondaire. Il y a plusieurs que, peut-être aspect virtuel avait un peu de la difficulté au début de la pandémie. Nous tous, on a passé par là. Et puis, au moins, comme nous autres à la Cité, nous avons un microsite qui s'appelle Apprendre à la Cité, qui aide en fait les étudiants à pouvoir savoir comment se connecter sur leur portail étudiant, comment se connecter sur, par exemple, Teams, afin de pouvoir être en conférence avec les enseignants. On a plein de vidéos tutoriels qui peuvent aider les étudiants à pouvoir bien naviguer notre site web. Et puis, je pense qu'en tant que la pandémie, c'est assez... Oui, c'est vrai que les derniers mois ont mis en lumière des nouveaux besoins aussi que tout le monde auxquels tout le monde a dû répondre assez rapidement. Marianne, dans les écoles secondaires, est-ce qu'il y a des besoins particuliers? J'imagine des besoins d'information aussi pour bien connaître ce qui est offert dans les établissements. Donc, quels sont les besoins que vous identifiez de votre côté? Oui, merci. Donc, oui, on a besoin de beaucoup d'informations, surtout que on est en train de franchir bientôt une nouvelle étape de notre vie. Donc, je trouve qu'il devrait beaucoup plus nous informer sur l'étude francophone, surtout les universités, les collèges, parce que bien qu'ils mettent beaucoup l'emphase sur les bourses, c'est où qu'on va les utiliser? C'est ça un petit peu la question. Donc, moi, je n'ai pas reçu autant d'informations à date. Je pense que les conseillers en orientation pourraient davantage pousser l'étude francophone, puis les avantages qu'il y aurait dans le futur, surtout que presque tous les gens de mon école, Béatrice Desloges, sont presque toutes bilingues, donc ils devraient vraiment pouvoir valoriser ça pour que ce soit un outil pour leurs étapes futures. Moi, vu que je peux arriver à l'université encore, j'ai des gens dans ma famille, comme mes sœurs, qui ont 18 ans, qui viennent juste de sortir de l'école secondaire et qui viennent juste de commencer leurs cours. Puis, ils ont remarqué beaucoup de choses que je vais pouvoir comme m'inspirer pour répondre à la question aussi. Donc, un de nos besoins, je pense qu'en tant d'élèves secondaires, c'est aussi de se sentir comme si l'éducation dans la langue minoritaire qui est le français est valide, puis également aussi bien vue que par la communauté que l'étude dans la langue dominante qui est le anglais. Donc, c'est ça aussi. Il y a aussi d'offrir puis aussi d'assurer des éducateurs qui sont comme autant experts dans leur domaine d'études que dans l'enseignement de ce domaine d'études en français. Donc, ils seraient capables de pouvoir bien apprendre, avoir une grande connaissance sur le programme en français. Parce qu'un des éducateurs d'un des cours de ma sœur, le français, ce n'est pas sa première langue. Et des fois, il arrive d'utiliser le mauvais vocabulaire qui peut peut-être les impacter aussi pour soit les examens et tout ça. Donc, qui pourrait utiliser. Donc, c'est très important de pouvoir avoir des éducateurs qui sont vraiment capables de bien s'exprimer en français, puis de vraiment comme prôner cette langue-là pour qu'en fait, il y ait plus d'élèves qui puissent assister et s'inscrire aux cours offerts en français. Aussi de pouvoir offrir tout autant d'opportunités, donc des programmes spécialisés, des concentrations, puis aussi des stages avec certaines entreprises, autant en milieu français qu'en milieu anglais. Moi, je suis en train de faire une coop, un programme d'éducation coopérative, et ça a pris beaucoup de temps afin de pouvoir trouver une entreprise qui était dans un milieu francophone, parce que la majorité des programmes qu'ils offraient, c'était pour des compagnies anglophones.
je pense qu'on devrait plus pousser les compagnies francophones et les entreprises pour qu'on puisse aller en apprendre et tirer des expériences de ça. Et finalement, le tutorat et les services disponibles offerts aux étudiants de l'université. De ce que j'ai vu, il y a une de mes sœurs qui a la misère, donc ils vont aller prendre, mais il y a presque tous ces programmes-là sont offerts en anglais à l'Université d'Ottawa. Donc, ça aussi, je pense qu'on pourrait plus. Donc, j'ai pris un petit peu de leurs expériences, mais j'ai aussi mélangé avec les besoins que je pense que les élèves de secondaire, comme il y aurait face aux études postsecondaires. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Marianne. Zachary, est-ce que vous voyez aussi, là, vous êtes aux études supérieures, un peu comme Rim, est-ce qu'il y a d'autres besoins qui se manifestent quand on est aux études supérieures? Je pense que, comme Chiara a mentionné, le sentiment d'appartenance, c'est important. Je n'ai pas une réponse spécifique pour les études supérieures, mais avec des clientèles aussi diverses, les besoins des personnes étudiantes sont également divers. Les établissements postsecondaires accueillent de plus en plus d'étudiants internationaux, mais de ce que j'ai entendu de ceux-ci, il y a encore plusieurs plaintes au sujet d'un manque d'intégration, donc il y a beaucoup de travail à faire là aussi. Je voulais parler un petit peu des personnes étudiantes LGBTQS parce qu'elles expriment de plus en plus de besoins particuliers en termes d'appui recherché, de l'aménagement de l'espace, du langage genré. Et je trouve que les établissements postsecondaires francophones ont encore du retard dans ce domaine par rapport aux établissements anglophones. Certains profs sont incroyablement ignorants quant aux affaires LGBTQ+. Il y a un grand besoin pour la sensibilisation, mais à ma connaissance, les profs ne sont pas obligés de suivre une formation. Le processus pour déposer une plainte n'est pas rendu clair aux personnes étudiantes et les profs sont souvent permis de faire des commentaires discriminatoires, homophobiques ou transphobiques sans sanction. Il devrait donc y avoir davantage de prévention dans ce domaine, encore plus que lorsqu'on parle de petites salles de classe. Les plaintes anonymes sont quasi impossibles. Il y a aussi beaucoup de chemin à faire pour un français inclusif et l'acceptation de l'utilisation d'un français neutre dans l'écriture dans les travaux universitaires. Il y a toujours des besoins de base qui ne sont pas comblés. J'entends encore que certains profs présentent des matériels de cours en anglais, même des diapositives entièrement en anglais dans les cours français, qui sont censés être en français. Les établissements postsecondaires francophones doivent donc être plus clairs sur quels sont les droits humains et linguistiques des personnes étudiantes et comment avoir recours lorsque ceux-ci sont contraints. Parfait. Merci beaucoup, Zachary, de nous avoir amené aussi sur la piste de ces besoins d'inclusion et de mieux comprendre la diversité dans la clientèle. Merci beaucoup de nous avoir amené sur cette piste. Je vais vous poser une question, mais je vais essayer de vous demander de répondre très brièvement. On va faire ça en rafale pour cette question-là. Il y a certains défis qui demeurent dans les établissements de la minorité, puis on sait que c'est un défi aussi pour les établissements de la minorité de se distinguer de ceux de la majorité à certains moments. Donc, est-ce qu'il y a des avantages particuliers qui permettent aux établissements de la minorité de se distinguer de ceux de la majorité? Je vais y aller avec Marie-Pierre. Oui, en fait, j'aurais peut-être deux avantages à dire. Le premier que moi, j'ai trouvé, c'est vraiment la taille de l'établissement. Donc, évidemment, en situation minoritaire, les établissements vont être beaucoup plus petits. Moi, un des points forts de mes études jusqu'à date, c'est le fait que j'ai été capable d'avoir vraiment un lien personnel avec tous mes profs parce que les classes ont été tellement petites, les classes en français sont petites. Puis moi, je pense que c'est un avantage. Puis on doit vendre ça plus, je pense, parce que ce rapport avec un prof, moi, je me suis jamais sentie comme un numéro, j'ai toujours été une personne. Puis une autre chose avec les petites classes que ça fait, c'est que les profs sont capables d'un peu comme bâtir le cours avec les intérêts des étudiants. Puis moi, je trouve que ça, c'est fantastique parce que ça rend mon expérience puis mes études encore plus personnalisées. Puis je pense aussi qu'il ne faut pas nier, puis encore, je parle de mon expérience universitaire, mais je pense qu'il ne faut pas nier l'avantage d'un environnement bilingue. Donc, évidemment, là, évidemment, il faut avoir des structures par, pour et avec les francophones, mais je pense que l'environnement bilingue, c'est quand même un atout, un avantage parce que justement, je parlais tantôt de la vie sociale, ben je ne sais pas si j'aurais été capable d'avoir la vie sociale que j'ai eue sur un campus complètement francophone parce que moi, de mes meilleurs moments à l'université jusqu'à date, ça a été comme les pub nights, puis les activités sociales, puis ces choses-là qui arrivaient sur le campus. Puis c'était des choses qui se passaient, oui,
en anglais, mais j'avais des amis francophones, fait qu'on y allait, puis nous, on s'amusait en français à un événement qui était quand même peut-être plus anglophone, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le choix de pouvoir socialiser en français ou en anglais, ce qu'on n'a pas nécessairement là, sur des campus unilingues. Puis c'est ça, puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la journée, je pouvais la passer en français, donc j'avais mes classes en français, ensuite je faisais mes devoirs avec mes amis que j'avais dans mes cours en français, puis là, le soir, ben, je revenais à ma résidence, j'habitais dans une résidence bilingue, point fort de mon parcours universitaire, une résidence bilingue où je me sentais pas, parce que j'ai habité dans une résidence anglophone où je me sentais visée, puis de commentaires quand je parlais en anglais ou que je parlais en français. Donc, vivre dans un environnement bilingue, une résidence bilingue où j'étais capable de, justement, j'avais des personnes avec qui je pouvais m'exprimer en français puis vivre une vie sociale en français, mais j'avais aussi le choix de vivre cette vie sociale-là en anglais. Donc, je pense qu'avoir ce choix-là, je pense que c'est un avantage. Oui, je pense que ça fait là, le tour brièvement là, de mes deux idées. Merci, Marie-Pierre. Rim? Personnellement, je crois que le nombre d'effectifs qui est vraiment visiblement moins nombreux que les établissements anglophones donne beaucoup plus d'opportunités de choix de crédit aux étudiants. On n'a pas dans les secteurs francophones, par exemple, ce problème de crédits qui sont complètement comme on dit, plein où on ne peut pas avoir accès. Et puis, ce que je dois aussi à la section francophone, c'est l'accompagnement d'intégration communautaire. C'est-à-dire, la Cité ne nous présente pas seulement un enseignement ou des cours dans notre spécialité francophone, mais aussi nous aide à découvrir la vie communautaire françaiscoise par des ateliers, par exemple, invitant des organismes françaiscois, en créant des contacts entre les étudiants et le personnel communautaire, les organismes, leurs représentants communautaires, en créant cette ambiance de vie sociale entre les étudiants aussi internationaux provenant de plusieurs pays et les étudiants françaiscois. Alors, ça nous aide beaucoup à nous intégrer communautairement et aussi même sur le plan national, parce que vu que nous sommes vraiment très peu nombreux, on a beaucoup plus d'opportunités de participer à des événements nationaux comme celui-ci dans lequel nous sommes, de faire parvenir notre voix, notre point de vue, nos besoins et en plus de nous distinguer dans je vais dire l'univers, même pas l'univers, le milieu de l'université, parce que ça nous donne beaucoup plus d'opportunités d'être compétitifs dans les cours, de présenter des projets qui sont beaucoup plus ciblés vu l'accompagnement de nos enseignants. Merci beaucoup. Nina? Est-ce que vous nous avez parlé beaucoup là, du contexte à la Cité collégiale, donc vous avez un sentiment d'appartenance à cette institution-là. Donc, qu'est-ce qui l'a favorisé? Qu'est-ce qui permet à la Cité de se distinguer dans son milieu? Je pense que Marie-Pierre l'a tellement bien décrit, le fait que dans un collège, le nombre n'est pas aussi gros qu'à l'université. Donc, je suis définitivement pas un numéro non plus. Puis, il y a juste un gros sens d'appartenance à être capable de juste identifier, que les enseignants t'identifient par ton nom. C'est quand tu es dans les couloirs, puis ce n'est pas l'heure de la classe, puis tu fais juste que marcher, puis te voir, puis te dire bonjour par ton nom. Les employés te connaissent. C'est le point de contact dès que tu rentres à la Cité, que ce soit au recrutement ou bien que ce soit aux études internationales, c'est comme on ne peut pas oublier ta face parce qu'il y a tellement un petit nombre d'étudiants à la Cité. Alors, comme ça, déjà, c'est un gros sentiment d'appartenance, d'être capable de connecter avec les enseignants. Et puis, non seulement ça, mais être capable de te connecter avec aussi des services qui sont offerts dans les collèges. Comme par exemple, on a nos services de tutorat. Puis, dans les services de tutorat, c'est toujours des étudiants qui font partie de ton programme. De toute manière, on a tutorat de groupe, on a tutorat individuel. Puis, tu vois que comme
le personnel collégial te connaît. On a aussi des services comme la Boussole, qui fait partie du centre psychosocial en Ontario. Alors, ça aide aussi les employés qui sont là de connaître les étudiants, de se familiariser aussi avec les profs pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent advenir aux besoins de l'étudiant. Tu vois, ce n'est pas juste qu'on t'envoie dans une classe et puis c'est général, puis on te donne le même, comment je peux dire, un aide général, en fait, un numéro. Non, c'est vraiment très personnalisé à ta personne. Mais à part ça, c'est ça aussi différentes ressources que nous recevons, les associations étudiantes que nous avons dans nos collèges et universités, par exemple, qui nous aident avec des activités. Avant, c'était au physique, c'était en personne, mais depuis la pandémie, je pense que je peux parler pour toutes les autres institutions aussi, peut-être qui peuvent confirmer que les associations étudiantes font leur possible d'avoir aussi des activités en virtuel, des ateliers en virtuel, juste pour nous déstresser un peu du côté académique. Alors, ouais, c'est ça aide aussi beaucoup. Merci Nina. Marianne, alors que vous nous disiez avoir peut-être pas toute l'information dont vous aviez besoin pour faire votre choix, mais malgré ça, est-ce qu'il y a des éléments qui semblent vous interpeller particulièrement et qui pourraient vous donner le goût d'aller étudier dans les établissements de la minorité? Oui, donc Nina, vous faites sembler la cité comme vraiment le collège parfait, là, donc ça m'attire beaucoup ça. Ma sœur, en fait, suit un programme à la cité et puis, ouais, elle a remarqué à quel point l'enseignement est très personnalisé, puis ça aide vraiment beaucoup à l'enseignement. Donc, moi, c'est sûr que c'est la valeur du bilinguisme. Ça, je vois ça chaque jour, puis je sais à quel point que c'est un bel atout, surtout à Ottawa, à Orléans. Donc, moi, j'aimerais beaucoup ça. Ce que j'ai vu comme les avantages des universités et des collèges francophones, c'est que c'est sûr que ça va servir beaucoup au futur. Il y a aussi un mot que j'ai appris récemment, que c'est le bilinguisme durable. Fait que ça, c'est quand comme quelqu'un va demeurer bilingue toute sa vie. Puis, il y a eu des études et tout ça qui ont dit que c'est prouvé que la meilleure façon, c'est d'être francophone dans un milieu anglophone ou bilingue. Donc, pour assurer le bilinguisme durable, c'est sûr que si on étudie dans un milieu soit bilingue ou même juste rester francophone, c'est sûr qu'on ne va pas perdre notre anglais ou notre français. Donc, on va pouvoir avoir la belle force des deux. Et je pense qu'un des autres avantages aussi, c'est que à la fin, il y a aussi un meilleur placement à la fin de leurs études parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui recherchent des candidats bilingues et tout ça. Donc, puis c'est pas juste non plus le bilinguisme, mais c'est aussi la francophonie. Puis c'est quelque chose, vu que c'est minoritaire, il faut serrer les coudes. Puis je trouve que ça donne un bel esprit d'équipe, surtout à Ottawa, qui est majoritairement anglophone. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est à peu près ça. J'ai essayé de le condenser le plus possible, mais c'est à peu près ça ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Marianne. Zachary? Bon, Marie-Pierre a déjà mentionné les petites salles de classe qui sont pour moi le plus grand avantage. Mais j'aimerais aussi mentionner que le vocabulaire technique que tu peux acquérir en fréquentant un établissement postsecondaire francophone est important. Je connais des francophones qui ont un bon français, mais qui ont fréquenté des établissements anglophones. Donc, ils n'ont pas le vocabulaire technique pour pouvoir effectuer leur travail en français. Même des spécialistes de la santé, plusieurs professionnels ont perdu leur vocabulaire technique ou l'ont jamais acquis parce qu'ils n'ont pas étudié en français. Merci. Chiara, vous voulez ajouter là-dessus? Oui, une chose qui, pour moi, va avec le fait d'être au sein d'une communauté assez riche et forte, surtout en Alberta, c'est d'avoir une communauté académique beaucoup plus riche. Donc, il y a les relations avec les professeurs, comme l'a mentionné Marie-Pierre, mais il y a aussi la recherche et les opportunités pour recherche au sein des communautés de francophones minoritaires. Donc, au Campus Saint-Jean, je sais qu'il y a plusieurs organisations sur le côté de la communauté. Il y a Imelda, que je crois qui est propre au Campus Saint-Jean, mais il y a également l'ACFAS. Hier, j'ai assisté à une conférence de l'ACFAS qui était vraiment ciblée envers la communauté francophone en Alberta. Donc,
pour moi, en tant qu'étudiante qui s'intéresse à la recherche et à le développement de mes compétences de recherche, mais aussi juste d'avoir un peu plus d'une idée de la communauté de recherche en Alberta, mais aussi au Canada. Je crois qu'un des plus grands avantages d'une institution postsecondaire en milieu francophone minoritaire, c'est vraiment la recherche, les opportunités de recherche, les communautés de recherche et vraiment mais c'est vraiment les projets qui sont vraiment intéressants et ciblés envers la communauté francophone, surtout en Alberta. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai essayé de le garder assez rapide, assez bref, mais c'est ça pour moi. Merci beaucoup, Chiara. Je suis sûr que j'ai des collègues dans les universités qui doivent se réjouir d'entendre ce témoignage-là sur la recherche, sur les petites classes. J'ai donné des charges de cours dans plusieurs universités, puis je dois dire que comme professeur, c'est aussi agréable d'être devant des petits groupes et de pouvoir développer cette relation-là et d'adapter aussi son contenu à son public. Écoutez, le temps nous presse. On va faire un dernier tour de table avec la dernière question, mais je vais vous demander en quelques mots à peine, quel devrait être le geste qui serait posé en priorité pour les établissements pour les rendre plus attrayants, plus accueillants pour la population étudiante? Donc, en quelques mots, une priorité chacun avant qu'on puisse passer aux discussions en sous-groupe. Je vais commencer avec Rim. Bon, puisque je parle du côté international, moi, je serais favorable pour un plan de promotion international, au moins pour se faire connaître par les étudiants internationaux qui viennent au Canada, puisque franchement, sans l'aide des bureaux ou des agences qui aident les étudiants internationaux à s'inscrire dans les universités, on n'a aucune idée des collèges et des facultés francophones dans l'Ouest canadien. Merci, Rim. Nina, votre priorité? Moi, ma priorité, c'est vraiment le sentiment d'appartenance, mais aussi, comment je vais dire, planifier le futur. Alors, moi, déjà, on fait déjà beaucoup de promotion de nos programmes. Alors, je dirais que peut-être faire de la promotion un peu sur certains milieux, mais parler plus un peu de certains milieux de stage, parce que je sais que, tu sais, je sais qu'à la Cité, ils ont beaucoup de connexions dans les milieux de stage en français. Alors, je pense que les étudiants, tu sais, arrivés à l'étape 3, ils grincent un peu les dents pour savoir ils se rendent dans quel milieu de stage. Mais je pense que si on était préparé, en fait, en avant déjà au début, première étape, deuxième étape, ça serait vraiment intéressant. Donc, moi, ce serait plus de valoriser, en fait, les connexions que nous avons dans la communauté, parce que nous avons beaucoup de connexions dans la communauté, mais c'est juste les étudiants, déjà, des fois, doivent chercher et tout. À part ça, c'est vraiment ça. Puis ça, et puis le sentiment d'appartenance que nous faisons déjà, mais qu'on puisse continuer à le faire. Merci, Nina. Marianne? Donc, moi qui représente à peu près la clientèle étudiante, je veux dire que les réponses à date sont vraiment bonnes, surtout pour attirer le nombre de jeunes qui sont confiants pour leur futur, qui sont mélangés. Donc, pour moi, ce serait numéro 1, donc ce serait de démontrer les avantages qu'il y a, par exemple, le bilinguisme durable, comme j'ai mentionné, la progression de carrière, plus d'options de stage, etc. Et aussi de pouvoir inclure des témoignages des élèves qui ont étudié dans des établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire et qui sont parvenus soit à des postes importants ou qui ont pu être riches en opportunités aussi. Donc, ça, c'est mes deux choses. Merci, Marianne. C'est intéressant cette idée-là de mettre de l'avant des parcours inspirants. Zachary? Moi, je pense qu'il devrait y avoir davantage de collaboration entre les établissements postsecondaires afin de donner une plus intéressante offre de cours aux étudiants, puisqu'on n'a pas la masse étudiante pour offrir les mêmes cours que les établissements anglophones. Il faudrait vraiment avoir une collaboration là. Merci, Zachary. Chiara? Pour moi, c'est le fait d'aller dans les écoles secondaires d'immersion, même des écoles avec des programmes de français langue seconde, d'apporter des témoins étudiants qui peuvent parler de leur expérience en immersion en français langue seconde, des programmes comme ça, pour dire que c'est possible d'étudier en postsecondaire dans la langue française, même si vous êtes d'un programme d'immersion. Donc, c'est ça pour moi. Merci. Marie-Pierre, mot de la fin, une priorité pour vous? OK.
bien, je vais tout joindre mes priorités ensemble. Donc, moi, c'est évidemment de pousser puis revendiquer pour des meilleurs financements pour des institutions autonomes, puis aussi pour pouvoir repenser les programmes au lieu de les couper. Puis aussi, un peu dans la même veine que Zachary, c'est de travailler ensemble là, au lieu de se faire compétition puis d'essayer de se voler des étudiants, travailler ensemble. Merci beaucoup à vous 6 pour ces témoignages très inspirants qui vont certainement aussi nourrir la réflexion et la discussion dans les sous-groupes. Je sais que moi, j'ai pris beaucoup de notes. Tout ça va être colligé pour la préparation du rapport final. Donc, merci Zachary, Chiara, Marie-Pierre, Rim, Nina et Marianne pour le temps que vous nous avez consacré à notre démarche aujourd'hui.